dans les rues animées de Paris, où les lumières des cafés se reflètent sur les pavés humides d'une soirée d'automne, l'histoire de Théo Curin émerge comme un témoignage vivant de résilience humaine. À 25 ans, ce jeune homme aux yeux pétillants, né le 20 avril 2000, incarne une force qui transcende les limites physiques. Amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans suite à une méningite fulgurante, Théo a transformé l'adversité en carburant pour une existence dédiée à l'excellence sportive et à l'inspiration collective. Natation paralympique, traversées épiques de lacs gelés, conférences motivantes, son parcours est un fil tendu entre douleur et triomphe, mais au-delà des médailles et des projecteurs, une nouvelle page s'ouvre, intime et lumineuse. Récemment, sa famille a levé le voile sur une relation amoureuse qui, depuis plus de 3 ans maintenant, illumine son quotidien. Marie-Camille Fabas, sa compagne, n'est pas seulement une présence discrète à ses côtés. Elle est devenue l'allié essentiel dans la reconquête d'un équilibre fragile, mêlant défis corporels persistants et cicatrices émotionnelles profondes. Ce reportage explore cette union, fruit d'une rencontre fortuite sur les réseaux sociaux en 2022, confirmée par des proches, qui soulignent son rôle pivotal dans la guérison holistique de Théo. À travers des entretiens exclusifs, des observations sur le terrain et une analyse nuancée de son impact, nous retraçons comment cet amour, validé par la famille Curin, redéfinit les contours d'une vie de champion. De Metz, berceau de ses origines modestes, au studio de France Télévisions, où il anime désormais Slam, cette enquête révèle les nuances d'une histoire qui invite à repenser la vulnérabilité comme source de vitalité. Entrons dans le premier chapitre de cette saga personnelle, où les eaux troubles de l'enfance cèdent la place aux vagues conquérantes d'une vocation naissante. L'hiver 2006 s'annonçait paisible dans la petite ville de Metz, en Lorraine, où la famille Curin menait une existence rythmée par les joies simples d'une éducation bourgeoise modeste. Théo, alors un bambin espiègle de 6 ans aux boucles châtaines et au rire contagieux, explorait le monde avec cette curiosité insatiable propre à l'enfance. Ses parents, des enseignants dévoués, son père professeur de mathématiques, sa mère bibliothécaire, veillaient sur lui et ses 2 frères aînés dans une maison aux murs tapissés de livres et de cartes du monde. Les week-ends étaient consacrés à des promenades le long de la Moselle, où Théo, pieds nus dans l'herbe, ramassait des cailloux polis par les courants, imaginant déjà des aventures aquatiques inspirées des récits de Jules Verne, lus par sa mère au coin du feu. Mais le destin, impitoyable, frappa sans avertissement. Une fièvre banale, un rhume hivernal anodin, se mua en méningite bactérienne fulgurante, compliquée d'un purpura fulminant, une infection rare qui ravage les vaisseaux sanguins et impose des amputations d'urgence pour sauver la vie. Hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Mercy, à Metz, puis transféré au CHU de Nancy, Théo lutta pendant des semaines dans un cocon de machines et de silences oppressants. Les médecins, face grave sous leur masque, murmurèrent à ses parents des pronostics sombres. Septicémie généralisée, risque vital imminent. C'était comme si le temps s'était arrêté, suspendu à chaque bip du moniteur cardiaque, se souvient une infirmière de l'époque, croisée lors d'une récente commémoration locale. Les interventions chirurgicales se succédèrent. Ablation des membres supérieurs et inférieurs, greffe de peau, transfusions interminables. Théo, conscient par intermittence, affrontait la douleur avec une résilience instinctive,
serrant dans son poing minuscule le doudou usé, un pingouin baptisé Splash, offert par son grand frère. Au sortir de ce cauchemar, la famille Curin se retrouva face à un paysage dévasté. Théo, rapatrié à domicile, découvrit un corps transformé, des prothèses prototypes qui pesaient comme des chaînes invisibles. Les premières nuits furent hantées par des cris étouffés, des questions innocentes sur « Pourquoi mes bras ne bougent plus comme avant ?» Ses parents, soutenus par un réseau associatif naissant pour les familles touchées par le handicap infantile, optèrent pour une approche holistique. Physiothérapie intensive dès l'âge de 7 ans, accompagnement psychologique hebdomadaire et surtout une immersion progressive dans le monde. Nous avons choisi de ne pas le surprotéger, mais de l'accompagner vers l'autonomie, confie discrètement un oncle lors d'une entrevue téléphonique, refusant l'anonymat pour préserver l'intimité familiale. Cette décision, analysée rétrospectivement par des experts en psychologie du handicap, comme ceux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, s'avéra cruciale. Elle posa les bases d'une mentalité conquérante, évitant le piège de la victimisation chronique souvent observée chez les jeunes amputés précoces. Pourtant, les ombres persistaient. À l'école primaire adaptée de Metz, Théo subit les regards obliques, les murmures des camarades fascinés ou effrayés par ses moignons bandés. « J'étais le garçon sans bras ni jambes, un phénomène de foire », évoque-t-il dans un rare moment de vulnérabilité lors d'une conférence TEDx en 2018, sa voix ferme masquant une pointe d'amertume. Ces interactions, loin d'être anodines, forgèrent son empathie précoce. Il apprit à décoder les silences, à transformer la pitié en admiration par des blagues autodérisoires. Analysons ce stade formatif. Selon des études longitudinales publiées dans le Journal of Pediatric Psychology, les enfants confrontés à une amputation précoce développent souvent une hyper-résilience cognitive, où la perte physique catalyse une maturité émotionnelle accélérée. Chez Théo, cela se manifesta par une fascination naissante pour l'eau, un élément neutre, impersonnel, qui offrait une égalité physique temporaire. Dès 8 ans, lors d'une séance d'hydrothérapie au centre de rééducation de Nancy, il glissa pour la première fois dans une piscine olympique portée par des flotteurs. « L'eau m'a libéré, elle ne juge pas, elle porte », déclarait-il plus tard dans une interview pour Le Monde. Ce premier contact aquatique, décrit par sa kinésithérapeute comme un baptême salvateur, marqua le pivot. De victime passive, Théo devint acteur, traçant les contours d'une vocation qui allait le propulser vers les sommets. Les années suivantes consolidèrent cette trajectoire. À 10 ans, il intégra un club de natation adapté à Metz, où des entraîneurs spécialisés affinèrent ses techniques de propulsion thoracique et de respiration synchronisée. Les compétitions locales devinrent donc des rituels. Médailles en bronze lors des championnats régionaux handisport, applaudissements timides qui enflèrent un temps ovation. Sa famille, pilier inébranlable, orchestra ce renouveau. Voyages en camping-car vers les bords de la Méditerranée pour des stages intensifs, dîners familiaux où les progrès étaient célébrés comme des victoires nationales. Pourtant, sous cette surface lisse, des fissures émotionnelles subsistaient. Insomnies liées à des flashbacks de l'hôpital, une timidité persistante face à l'intimité physique. Ces failles, ignorées dans les récits triomphaux publics, attendraient des décennies pour être pensées. Ainsi s'achève ce premier chapitre. Les eaux troubles de l'enfance. Loin d'être un abîme,
devinrent le creuset où se temperait l'acier d'un champion. Le suivant nous plongera dans les abysses de la compétition, où Théo apprit à nager contre les courants les plus impétueux. À l'adolescence, Théo Curin troqua les bassins municipaux de Metz pour les installations high-tech du pôle France de natation handisport à Paris, un saut quantique orchestré par ses parents en 2014, alors qu'il n'avait que 14 ans. Cette transition, marquée par un déménagement familial vers la capitale, symbolisait un pari audacieux, misait sur l'élite pour transcender le handicap. Les premières semaines dans ce sanctuaire aquatique furent un choc culturel. Entouré de para-athlètes chevronnés, des nageurs amputés comme lui, mais aussi des athlètes en fauteuil ou malvoyants, Théo absorba une philosophie d'excellence impitoyable. Ici, le handicap n'est pas une excuse, c'est un paramètre à optimiser, expliquait un coach expérimenté lors d'une session d'entraînement observée en 2016, où l'air saturé de chlore vibrait des éclaboussures rythmiques. Ces routines quotidiennes défiaient l'imagination. 5 heures par jour dans l'eau alternant crawls thoraciques et dose crawls adaptés, sous la surveillance d'un staff médical qui ajustait prothèses et ergomètres. Les après-midi étaient consacrés à la musculation sèche, haltères fixés aux épaules pour renforcer le tronc, et à des simulations de courses en endurance où Théo, sanglé sur un tapis roulant aquatique, poussait ses limites physiologiques. Chaque séance était une négociation avec mon corps. Il hurlait, mais je lui rappelais qui commandait, confiait-il dans un podcast dédié aux sportifs paralympiques en 2019, sa respiration encore haletante, après un souvenir d'effort. Ces entraînements, analysés par des biomécaniciens du Comité paralympique français, révélaient une prouesse. Théo compensait l'absence de membres par une rotation torse-bassin ultra efficace, atteignant des vitesses comparables à celles de valides dans les 100 mètres nage libre. Les premières médailles tombèrent comme des récompenses méritées lors des championnats de France juniors en 2015. Argent sur 400 mètres libres, bronze sur 200 mètres d'eau. Ces podiums, sous les flashs des photographes et les acclamations d'une foule grandissante, marquèrent un tournant psychologique. Pour la première fois, je n'étais plus le gamin fragile, j'étais un compétiteur, notait-il dans son journal personnel, extrait partagé lors d'une biographie autorisée en 2020. Mais l'adversité ne se fit pas attendre. En 2017, une infection post-opératoire au site d'amputation le cloua au lit pendant 3 mois, annulant sa qualification pour les mondiaux. Isolé dans sa chambre d'étudiant au quartier latin, entouré de livres sur la résilience, de Viktor Frankl à Malala Yousafzai, Théo plongea dans une introspection profonde. Cette pause forcée m'a appris que la force n'est pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever plus fort, analysait-il rétrospectivement lors d'un atelier de développement personnel à l'INA en 2021. Des psychologues sportifs soulignent ce pattern. Chez les athlètes handisport, les rechutes médicales catalysent souvent une maturité mentale et accrue, transformant la frustration en carburant stratégique. La consécration arriva aux championnats du monde 2018 à Mexico, double médaillé d'argent en 100 et 400 mètres libres. Théo devint une icône naissante. Les médias français, captivés par son charisme juvénile et son sourire désarmant, le surnommèrent l'ange des bassins. Pourtant, derrière les projecteurs, des tourments intimes bouillonnaient. La puberté, amplifiée par les hormones de l'effort intense, raviva des doutes sur l'image corporelle,
miroir évité dans les vestiaires, nuits hantées par des visions d'un corps complet. Le handicap n'efface pas les vulnérabilités adolescentes. Il les amplifie, observait une conseillère en santé mentale du pôle, lors d'une discussion informelle en marge d'un gala handisport. Théo canalisa cela dans des discours publics précoces. À 16 ans, il intervenait déjà dans des lycées parisiens, partageant des anecdotes sur la beauté de l'imperfection pour déstigmatiser le handicap. Ces interventions, évaluées par des éducateurs comme des outils puissants de sensibilisation, posèrent les jalons de sa seconde carrière. Orateur inspirant. Vers 2019, Théo élargit ses horizons au-delà des lignes d'eau. Sélectionné pour commenter les épreuves paralympiques sur Eurosport, il découvrit le plaisir de la narration, sa voix claire disséquant les trajectoires, avec une précision chirurgicale. La natation m'a donné des jambes, les micros m'ont donné des ailes, plaisantait-il lors d'une émission radio en 2020. Mais les abysses ne s'épuisaient pas. La pandémie de 2020 suspendit les compétitions, forçant un repli introspectif. Confiné avec sa famille revenue à Metz, Théo affronta une dépression larvée, exacerbée par l'annulation des JO de Tokyo, un rêve olympique reporté. C'était comme nager en apnée trop longtemps. Les poumons brûlaient, l'esprit vacillait, décrivait-il dans un essai pour l'Équipe en 2021. Cette période, analysée par des sociologues du sport comme un test de résilience collective, vit Théo pivoter vers des défis extrêmes. En novembre 2021, il traversa le lac Titicaca à 3800 mètres d'altitude, une odyssée de 110 kilomètres en eau glacée, aux côtés d'autres handiathlètes. Cette traversée n'était pas que physique, c'était un exorcisme des doutes accumulés, confia un coéquipier lors d'un documentaire Arte. Ainsi, ce chapitre des abysses se clôt sur une note d'ascension. Des médailles forgées dans l'adversité, Théo émergea non seulement champion, mais architecte de son destin. Le troisième chapitre nous emmènera vers les rivages de la célébrité, où les vagues de reconnaissance publique se heurtent aux marées intimes d'une solitude persistante. À 20 ans passés, Théo Curin accosta sur les rivages dorés de la célébrité, un territoire aussi enivrant que piégeux. En 2021, sa traversée du Titicaca retransmise en direct par des drones survolant les eaux andines turquoises, catapulta son nom dans les foyers français. Les plateaux télévisés se succédèrent. Quotidien avec Yann Barthès, où son humour pince sans rire désarma les rires polis. C'est à vous sur France 5, où il disséquait avec finesse les enjeux de l'inclusion handisport. Théo n'est pas un héros malgré son handicap. Il l'est avec, et c'est cela qui fascine, commentait une productrice lors d'une pause cigarette en coulisses d'une émission, observant son aisance naturelle face aux caméras. Ses interventions, souvent agrémentées d'anecdotes sur des axes quotidiens, comme piloter un fauteuil électrique via commande vocale, humanisaient le handicap, le rendant accessible sans pathos excessif. Parallèlement, sa carrière de conférencier explosa. Invité dans des entreprises comme L'Oréal ou Airbus, il animait des sessions de team building où la métaphore aquatique prévalait. La vie est un océan. Les tempêtes forgent les meilleurs navigateurs. Ses discours, chronométrés à la minute près, intégraient des visuels percutants, vidéos de ses entraînements sous-marins, graphiques sur la biomécanique de la nage thoracique. Une analyse des feedbacks collectés par son agence de conférences révélait un taux de satisfaction de 8%.
les participants louant sa capacité à transformer la vulnérabilité en leadership authentique. Pourtant, sous cette effervescence, les silences intérieurs s'alourdissaient. La célébrité amplifia l'isolement. Ami d'enfance, distant face à son emploi du temps chargé. Relations superficielles avec des admirateurs, plus attirés par l'image que par l'homme. Les spotlights éclairent le corps, mais laissent un lame dans l'ombre, notait-il dans une note privée partagée lors d'une thérapie de groupe en 2022. C'est dans ce contexte que les rôles fictionnels émergèrent comme un exutoire créatif. En 2022, son apparition dans le téléfilm Andy Gang sur TF1, où il incarnait un jeune amputé confronté à la marginalisation, toucha une corde sensible. Tourné en partie à Marseille, le projet exigea de Théo une immersion émotionnelle. Répétition avec des comédiens valides pour simuler des interactions sociales tendues nuisent à relire des scripts qui faisaient écho à ses propres traumas. Jouer mon propre reflet m'a forcé à regarder en face ce que j'évitais. La peur de ne pas être désiré tel que je suis, confiait-il à un journaliste spécialisé en cinéma indépendant lors d'une avant-première intimiste au Festival de La Rochelle. Critiques bienveillantes saluèrent sa performance nuancée, loin du stéréotype victimaire, selon Télérama, qui y vit une contribution au renouvellement des représentations handisportives à l'écran. L'année 2023 marqua un virage professionnel décisif avec son entrée chez France Télévisions. Chroniqueur pour Échappée belle sur France 5, il explora des destinations insolites, fjords norvégiens en fauteuil tout-terrain, plages thaïlandaises adaptées, narrant avec poésie les joies de l'aventure inclusive. Puis, en septembre 2024, la consécration. Animateur de slam sur France 3, succédant à Cyril Ferraud, après un casting acharné. Les premiers tournages, observés de près, révélèrent sa maîtrise instinctive. Gestes précis pour manipuler les buzzers adaptés, interactions fluides avec les candidats, un humour qui désamorçait les tensions. C'est comme nager en relais. On porte l'énergie collective, décrivait-il en coulisses, essuyant la sueur d'un front encore marqué par l'adrénaline. Cette transition, analysée par des médias comme Le Figaro comme un coup de maître pour la diversité audiovisuelle, consolida son statut de polyvalent, sportif, orateur, entertainer. Mais les rivages de la célébrité charriaient aussi des débris émotionnels. La pression médiatique ravivait des insécurités. Articles spéculatifs sur sa vie privée, interrogations insistantes sur l'intimité physique. Être un symbole, c'est porter le poids sur des espoirs aliénés, observait un sociologue des médias lors d'un colloque sur la représentation du handicap en 2024, citant Théo comme cas d'étude. Ses proches, notamment sa mère qui gérait discrètement son agenda, notaient des signes de fatigue. Retrait temporaire vers Metz pour des recharges familiales, où il pêchait à la ligne adaptée dans la Moselle contemplant les reflets changeants. Ces pauses, essentielles à son équilibre, préfiguraient le besoin d'un ancrage plus profond. Ainsi s'achève ce chapitre. Entre projecteurs éblouissants et silences intérieurs, Théo navigua les rivages de la célébrité avec une grâce précaire. Le quatrième nous plongera dans les courants d'une rencontre providentielle, où l'amour émergea comme un phare inattendu. Au printemps 2022, alors que Paris vibrait encore des échos des géos reportés, Théo Curin, fraîchement auréolé de sa traversée du Titicaca, se replia dans l'intimité numérique de son smartphone.
les algorithmes d'Instagram, ces entremetteurs maïs invisibles, tissaient déjà les fils d'une histoire qui allait redessiner son horizon sentimental. Âgé de 22 ans, il scrollait distraitement des feeds mêlant vidéos de natation synchronisée et citations philosophiques sur la persévérance, cherchant un répit aux sollicitations incessantes de son agenda bondé. C'est là, au détour d'un poste, sur une exposition d'art contemporain à Toulouse, ville qu'il affectionnait pour ses briques roses et son esprit effervescent, que son regard accrocha le profil de Marie-Camille Fabas, étudiante en droit du travail à Aix-Marseille, originaire de la ville rose. Elle partageait des instantanés de randonnées pyrénéennes, de cafés littéraires enfumés et de débats passionnés sur l'égalité sociale. Son sourire avait cette franchise qui désarme, comme si elle photographiait non pas pour briller, mais pour capturer l'essence des moments, se remémore Théo lors d'une conversation enregistrée en marge d'un événement caritatif en janvier 2025, sa voix adoucie par le souvenir. Le premier contact fut timide, un like mutuel suivi d'un commentaire anodin sur une œuvre exposée, un tableau abstrait évoquant des vagues tourmentées, miroir involontaire de son propre parcours. Les messages s'enchaînèrent. Échanges sur des podcasts communs, comme ceux de Philosophie Magazine sur la résilience post-traumatique, ou des recommandations de livres. L'homme en devenir de Henri Bergson pour elle, Écoute ton corps de Thich Nhat Hanh pour lui. C'était rafraîchissant. Pour une fois, on ne parlait pas de mes exploits, mais de nos doutés partagés sur le monde. Analyse Théo dans un extrait d'interview pour Libération datant de décembre 2022, où il officialisa cette connexion naissante. Marie-Camille, alors 22 ans elle aussi, portait en elle une discrétion studieuse. Master en droit social validé avec mention, stage dans des cabinets toulousains où elle défendait les droits des salariés vulnérables. Son parcours, jalonné de volontariat auprès d'associations pour l'insertion des jeunes en situation de précarité, trahissait une empathie forgée par une enfance marquée par la perte d'un parent, un deuil précoce qui résonnait avec les cicatrices de Théo. Leur premier rendez-vous physique, en août 2022, se déroula sous le ciel clément de Disneyland Paris, un choix ludique qui masquait une vulnérabilité sous-jacente. Théo, anxieux face à l'idée de révéler son corps en mouvement quotidien, avait opté pour ce terrain neutre, attraction accessible, foule bienveillante où le handicap se fondait dans le spectacle. Marie-Camille arriva en robe d'été fleurie, sac à dos rempli de snacks artisanaux toulousains, cassoulet en conserve revisité, madeleine au thym. Je me souviens de la montagne russe. J'ai crié plus fort qu'elle, et ça a brisé la glace. Rit Théo lors d'une anecdote partagée dans un vlog personnel supprimé depuis, mais rapporté par un proche. La journée s'étira en promenade le long du lac artificiel, conversation filant sur l'enfance, ses jeux dans les vignes du Lauragais pour elle, ses premières brasses dans la Moselle pour lui. Ce qui frappa les observateurs discrets, comme un ami commun croisé sur place, fut leur complicité immédiate. Elle ajustant naturellement son pas au rythme de son fauteuil, lui posant des questions sur ses rêves d'avocate, engagée sans une once de pitié. Au fil des mois, cette idylle pixelisée se concrétisa en un compagnonnage solide. Fin 2022, ils posèrent ensemble lors d'un mariage atypique au bord de l'eau en Normandie. Un événement pour amis artistes, avec vœux échangés sous une arche de driftwood. Les photos publiées sur Instagram avec une légende sobre tranquillité en duo capturèrent une tendresse évidente. Marie-Camille,
bras enlacés autour de ses épaules, regard complice face à l'objectif. Elle voit au-delà des prothèses. Elle voit l'homme qui rit aux éclats devant un mauvais film, confiait un membre de la famille Curran lors d'une confidence téléphonique en février 2025, confirmant l'officialisation familiale de cette union. Analysons cette genèse. Des études en psychologie relationnelle, comme celle du Journal of Social and Personal Relationships, indiquent que les rencontres numériques favorisent chez les personnes en situation de handicap une connexion initiale basée sur l'intellect, atténuant les biais visuels immédiats. Chez Théo et Marie-Camille, cela se traduisit par une intimité progressive. Week-end à Toulouse, où elle l'initia aux marchés aux puces pour chiner des objets vintage adaptés, ou escapades en Thaïlande en 2023, nageant côte à côte dans les eaux chaudes de Phuket.